Et salut tout le monde, je suis Ectelion, et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour parler une nouvelle fois de Secret of the Ancients. On va faire une petite vidéo où on va aborder un chapitre en particulier, le chapitre Descent. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur les premiers chapitres jusqu'à ce chapitre-là, le chapitre Descent. Cette série de vidéos suit l'Actual Play Traveler dans lequel nous jouons la campagne Secret of the Ancients. Donc tout ce que je vais parler aujourd'hui, ce sont des choses que les gens qui suivent l'Actual Play ont pu voir, découvrir dans l'Actual Play en jeu. Ça ne s'est pas passé exactement comme dans la campagne, mais eh bien, cette série de vidéos est là pour montrer les adaptations que j'ai dû faire, les changements, etc., ce que j'en ai pensé, comment j'ai vécu certains événements. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la première vidéo comme ça, mais en tout cas, je pense que c'est un exercice qui est intéressant à voir, d'avoir la partie et l'après-partie, etc., l'envers du décor. Donc si c'est une campagne qui vous intéresse, vous pouvez regarder cette vidéo en tant que MJ, ça pourrait peut-être vous donner 2-3 cues, des choses sur lesquelles faire attention, etc. Si vous voulez être joueur, attention, je vais complètement divulgacher la campagne, puisque je vais vraiment ouvrir en deux le chapitre et vous dévoiler tout ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, on va dire, conserver votre naïveté durant du visionnage de l'actual play, eh bien pareil, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo car je risque de révéler des choses dont les joueurs sont passés à côté. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Pour ceux qui regardent cette vidéo au moment de sa sortie, je m'excuse, je suis très en retard. J'ai eu des problèmes de PC et d'autres trucs dans ma vie personnelle, ce qui fait que je n'ai pas pu sortir cette vidéo à l'heure où elle aurait dû sortir. Donc voilà, vous l'avez aujourd'hui, hein, c'est comme ça, on contrôle pas toujours tout. Et pour les autres, bienvenue, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Le bazar d'Ectelion, toujours à l'heure et de bonne humeur. Non, malheureusement, c'est pas vrai. Mais on essaye de faire ce qu'on peut. Mais plus sérieusement, hein, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous, ça fait plaisir. Le lien du Discord, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander cela en ce moment. Le lien du Discord, il est dans la description. Vous ouvrez la description de la vidéo, vous avez un lien Discord des réseaux. Et c'est un lien qui mène vers un Linktree. Un Linktree, c'est juste, c'est un lien qui mène vers plein d'autres liens. Donc chaque lien après, il y a écrit Discord, il y a écrit Twitter, etc. Et vous n'avez plus qu'à suivre le lien vers Discord et hop, vous rentrez dans le serveur et on discute ensemble. Si c'est pas magique. Donc c'est vraiment un lien dans la description, un lien dans le Linktree et terminé. Vous êtes arrivé dans Discord. Bravo, vous êtes sur Internet, comme dirait l'autre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous penserez de cette vidéo. En tout cas, on est parti pour Secret of the Ancients, le chapitre Descente. Donc, dans notre précédente vidéo et dans nos aventures, nous nous étions arrêtés on est en orbite autour d'une géante gazeuse dans laquelle devrait se trouver quelque chose, les sources de perturbation sur la bande G, une bande radio, et qu'est-ce qui se passe dans cette géante gazeuse. Donc le chapitre démarre là-dessus, sur le fait de descendre, hein, le chapitre Descent, il descend dans la géante gazeuse pour découvrir ce qui s'y cache. Ce qu'il s'y cache, eh bien, c'est tout simplement un vaisseau ancien, qui est caché là depuis de très nombreuses années, comme je vais vous l'expliquer juste après. Mais ce vaisseau, il est dans une sorte de no man's land, donc il est vraiment à un endroit de la géante gazeuse dans laquelle normalement on ne descend pas, et autour de lui se trouvent des animaux. Des animaux qui peuvent être un petit peu dangereux pour les vaisseaux qui s'aventuraient dans le coin. Lui, il projette une espèce de champ qui permet de limiter un petit peu les dégâts, mais néanmoins, il y a quand même de la faune que je vais vous montrer tout de suite comme cela. Voilà. Donc, vous avez ce genre de créatures qui flottent. Voilà, la caméra qui essaie de me suivre. Vous avez ce genre de créatures comme ça qui flottent dans la géante gazeuse. Donc, pas des choses fortement amicales, mais qui ont l'air de faire leur vie. Et notamment ces espèces de trucs vertes. Alors, les animaux, je m'en suis pas beaucoup servi, moi, dans la campagne. Je m'en suis servi au début, et après, je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai un peu mis ça de côté. Mais à ce moment-là, donc il y a l'effet émerveillement, les joueurs, les personnages découvrent ce vaisseau qui est, je vous mets l'illustration juste ici, vous avez le vaisseau qui est comme ça, au milieu de cette géante gazeuse. Enfin, ils découvrent quelque chose qui appartient aux anciens. Les anciens, donc je rappelle que c'est une civilisation
qui a disparu, qui est technologiquement réputé pour être extrêmement avancé. Trouver quelque chose, je sais pas, un porte-clés ancien, c'est quasiment synonyme de richesse et de gloire éternelle. Donc, c'est forcément une découverte majeure. On n'a jamais découvert de vaisseau ancien. Et notamment celui-ci, il a l'air d'être en état, puisqu'il n'est pas écrasé quelque part, donc il est complet, quoi. Et il a une forme particulière. Donc on le voit en même temps sur l'illustration, vous avez le dessus qui est une espèce de bulbe vert, une sorte de carapace, et puis en dessous vous avez toutes ces petites boules qui sont accrochées. Je vais vous expliquer après de quoi il s'agit. Donc les joueurs arrivent là et eh bien il faut savoir s'ils vont... Le scénario s'attend à ce qu'ils veulent arrimer, embarquer sur le vaisseau, etc. Il y a deux façons de faire. La première façon, elle est toute simple, c'est de piloter calmement jusqu'à une baie d'amarrage. Et dans ce cas-là, les joueurs commencent dans une boule bien précise, une sphère précise, la sphère d'amarrage. Et le chasseur d'étoiles, dans ce cas-là, le vaisseau qu'ils ont actuellement, n'a rien. Il est juste amarré et tout va très bien. Mais il y a une deuxième solution, et c'est ce qui s'est passé dans l'actual play. Une de ces créatures, ces espèces de boules vertes là, comment ça s'appelle, une sorte de champignon vert, une sorte de méduse, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Une sorte de méduse percute l'arrière en fonction d'un jet de pilotage, percute l'arrière du vaisseau et l'envoie comme ça, en roulé-boulé sur lui-même, percuter le vaisseau ancien. Et il le percute pas n'importe où, il le percute sur le haut. Le haut est une espèce de bouclier, en fait, qui protège l'intérieur de l'espace. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire, c'est que le bouclier, sur lequel normalement il devrait se fracasser, il s'ouvre. Il s'ouvre pour laisser passer exactement le vaisseau. Et en même temps, et ça c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place dans l'actuel play, le vaisseau est ralenti. Donc le bouclier s'ouvre, il laisse passer le vaisseau et le vaisseau est ralenti. Néanmoins, le crash est tout de même inévitable rendu là. Hein. On est à des vitesses très folles, hein, même si on va lentement d'un point de vue spatial, mais on n'est pas à 90 km/h, on est quand même dans des grosses vitesses. Donc, rendu là, le crash est inévitable et le vaisseau se crash sur une sorte d'air un petit peu étrange, une sorte de champ en fait. Ce que vous voyez ici, vous avez cette espèce d'air avec des bâtiments qui sont situés un petit peu en bas, en haut, et tout ce que vous voyez en marron, ce sont des champs. Et là, j'ai fait pas mal de petites adaptations. Alors, tout ce qui est bâtiments, etc., ont toutes leurs fonctionnalités. Il y a une salle de cartes, il y a un système d'armement qui est désactivé à ce moment-là, que les joueurs peuvent activer par mégarde, c'est ce qui s'est passé dans l'actuel play, et provoquer des catastrophes. Bref, il y a pas mal de choses. Mais j'ai fait quelques petites adaptations en ce qui concerne les champs, le sol, etc. Euh, Dans ces champs se trouve déjà une première chose, c'est une légère radioactivité, tout simplement parce que à intervalles réguliers, enfin, quand, quand les sujets d'expérience, je vais spoiler, donc je vais tout dire. Voilà. Dans cet endroit vivait auparavant une civilisation humaine qui était issue de sujets d'expérience. Le vaisseau s'est retrouvé bloqué ici et la civilisation humaine a prospéré juste sur cette partie du vaisseau. Et donc ils vivaient là, et la terre que vous voyez là, eh bien c'est tout simplement des champs dans lesquels ils faisaient pousser leur bouffe. Sauf que cette civilisation a périclité, s'est écroulée sur elle-même, et le vaisseau a décidé de tout nettoyer ce qu'il y avait ici pour qu'il n'en reste plus de traces quasiment. Et donc il y a d'énormes radiations qui ont balayé tout cet endroit-là afin de purifier tout ça. C'est pour ça qu'il y a encore une sorte de radiation résiduelle. Donc on parle de ça il y a des milliers d'années, mais il y a une radiation résiduelle qui reste là. Et donc c'est pour ça que les joueurs dans l'actual play ont détecté une petite radiation. Les joueurs de chez vous vont détecter une petite radiation. Il y a aussi des morceaux d'os qui peuvent être retrouvés dans la terre. Et moi j'ai un peu adapté les choses ici pour rendre le sol un petit peu plus intéressant que ce qui était décrit. Je me souviens plus exactement de la façon dont c'était décrit, mais moi j'en ai fait une sorte de gelée qui décompose, recompose et répare tout le vaisseau. Alors dans le bouquin, il est spécifié que le vaisseau,
Il est en panne. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que le vaisseau est en panne. Attention, je vais très fortement divulgacher. Le vaisseau a été envoyé en mission pour récupérer des spécimens. À l'époque, je vais pas trop dire ça parce que sinon je vais spoiler la suite de l'actual play. Mais à l'époque, c'est un peu le bordel chez les anciens et le vaisseau s'est retrouvé abîmé durant son voyage et infecté par une IA ennemie et fortement abîmé. Et ses systèmes étant en train d'être corrompus, il a trouvé refuge dans cette géante gazeuse dans laquelle il espérait se réparer, trouver une solution à ses problèmes et reprendre sa route, ou bien tout simplement qu'on vienne l'aider. Sauf qu'on n'est pas venu l'aider, de 1, de 2, l'IA progresse quand même vachement vite, et il s'est retrouvé bloqué là. Donc il a mis en place les choses pour que les sujets d'expérience puissent continuer de vivre le temps que lui se répare. Et sa façon de se réparer, c'est qu'il a besoin de matières premières. Donc, quand il y a quelque chose dont il a besoin qui arrive, le vaisseau récupère cette matière et en fait un nouveau matériel qu'il va transformer pour réparer ses systèmes. Mais en plus de ça, il y a l'IA. Et le problème, c'est que l'IA... Alors, déjà, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que des matières premières, il n'y en a pas. On est au milieu d'une géante gazeuse, il n'y a pas d'autres vaisseaux qui viennent ou un bout de métal qui va lui rentrer dedans comme il faut. Donc il a fait avec ce qu'il avait. Il y a une histoire avec les gaz aussi qui récupèrent. Mais c'est très 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 lent. Et l'IA ennemie, c'est le deuxième problème, eh bien, elle infecte petit à petit le vaisseau et l'IA principale de notre vaisseau. Et donc pour la contenir, ce qu'il fait, c'est qu'il s'éteint. Il s'éteint et à intervalles réguliers, il a des périodes de conscience, il se rallume pour voir si tout va bien, etc. Mettre en place certains trucs. Mais à chaque fois qu'il se rallume, l'IA adverse, l'IA ennemie, avance un petit peu plus dans ses systèmes. Elle avance et elle prend de plus en plus de contrôle de système. Donc les deux sont en bataille quasi perpétuelle. L'IA originelle du vaisseau ancien ne peut pas gagner face à l'IA du ennemi. Et donc c'est un peu le problème, elle a besoin d'une intervention extérieure. Intervention extérieure, vous l'avez compris, qui viendra par les joueurs si tout va bien. Mais c'est pas une problème de santé. Donc évidemment le vaisseau, quand il s'écrase ici, il commence à être recyclé par le vaisseau ancien, il commence à être recyclé. C'est pour ça que moi, dans ma façon de faire, j'ai intégré le fait que cette espèce de gelée verte qui était par terre faisait un peu comme un réseau micellaire, un réseau de champignons, et commençait à absorber le vaisseau, qui se faisait dissoudre petit à petit pour être incorporé au système du vaisseau. En plus de ça, il y a aussi les petits robots qui viennent démonter des plaques, récupérer des plaques, etc., qui ne seraient pas accessibles directement par le sol pour venir les emporter au réparateur. Bon, ça c'est une première chose, donc ce qui arrive là finira par être dissous. Ça c'est une première chose. Ensuite, on a un énorme problème qui est apparu dans cette campagne, mais qui était aussi une des choses intéressante qui m'a fortement intrigué, qui m'a donné envie de jouer ce passage depuis très longtemps. Le bâtiment qui est ici en bas, c'est une espèce de pyramide, et dans cette pyramide se trouve un bloc. Un bloc de métal, et à l'intérieur se trouve une console, une maudite console avec des maudits boutons. Alors, je démystifie tout de suite le truc. Je vous affiche le schéma que j'avais fait, je vous l'affiche ici. Sur cette console, il y a plusieurs boutons. Ces boutons permettent d'activer une sorte de transporteur, une sorte de téléporteur. En gros, tout le vaisseau est constitué de sphères. Ces sphères, entre elles, très peu sont reliées directement de façon physique. La majorité sont autonomes, étanches. Imaginez ça un petit peu. C'est l'image que j'ai donnée pas plus tard que tout à l'heure à quelqu'un, mais le vaisseau est une sorte de crevette, ok, qui a des œufs. Donc les œufs sont en dessous, ok, la crevette, vous imaginez, c'est le corps du vaisseau, le dessus, et donc les œufs sont collés en dessous. C'est plein de petites boules comme ça, qui sont pour la plupart complètement fermées sur elles-mêmes. Et ces boules ont différentes fonctionnalités aussi. Et ces boules, on rentre et on communique entre elles, on se déplace dans le vaisseau via des sortes de téléporteurs. Donc chaque boule a une correspondance, un code binaire qui lui est assigné. Par exemple, si je fais le code 11101,
que j'appuie sur le bouton central, boum, ça active ça fait le Stargate, quoi, ça active la- le, le portail, et le portail donne sur une nouvelle boule. Et il suffit après d'emprunter, vous arrivez dans la boule d'à côté. Ça, c'est la théorie. Donc on a 5 boutons qui sont au-dessus. Quand on appuie dessus, eh bien, ils deviennent 1 ou 0. Donc si tout est à 0, que je fais 1, 2, 3 et qu'après je touche plus, ça fait donc 1, 1, 1, 0, 0. C'est la combinaison. Le gros bouton au milieu, ça valide la commande. Et puis en dessous, nous avons des petits boutons qui sont des options, histoire de rajouter au plaisir. Ces maudites options. J'allais être un petit peu insultant. Donc ces options permettent de gérer tout un tas de trucs. Par exemple, est-ce que le portail reste ouvert pour une personne ou pour plusieurs? Donc voilà, vous cliquez, les boutons de 3 positions, ceux du dessous, ils ont 3 positions, enfoncé complètement, au milieu et complètement sorti. Et en fonction de ce que vous avez choisi, ça vous donne une possibilité. Donc voilà, le portail va rester ouvert, cette salle ne sera plus accessible, ce genre de choses. Et donc, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Alors, je vais faire un petit instant lecture. Enfin, je vais pas vous lire quelque chose, mais la façon dont je l'ai ressenti à la lecture. Je me suis dit, ok, là, on est dans un donjon. Hein, c'est clairement un donjon à ce moment-là. Et on est dans un endroit, ça passe ou ça casse. Ce que je veux dire par là, c'est que je trouve ça intéressant à la lecture, mais en partie, ça peut vite être casse-gueule. Ça n'a pas manqué, mais ça peut vite créer des irritants, des blocages. Il n'y a pas de compétences pour s'en sortir. Il faut faire confiance aux joueurs. On est dans un bout un petit peu plus OSR, si vous préférez. On ne peut pas s'en sortir via ses compétences directement. On peut toujours tricher en faisant un jet ou quoi. Ça, c'est au MJ de décider. Mais sinon, c'est les joueurs qui doivent comprendre comment ça fonctionne, cette affaire-là. Et tant qu'ils n'ont pas compris, ils ne peuvent pas bouger de là. Ils sont bloqués dans ce pont supérieur avec les champs et tout ça. Il n'y a rien à y faire. Alors, ça c'est mon ressenti à la lecture, mais je me suis dit, j'ai quand même vraiment envie de voir ce qui va se passer avec ça. Je vous détaillerai un petit peu les sphères après. Mais si on se penche sur ce qui s'est passé dans l'actuel play. Dans l'actuel play, tout d'abord, ils sont allés dans le bâtiment du milieu. Le bâtiment du milieu, c'est une salle d'armes. Il y a une espèce de canon en fait qui peuvent activer, qui se met en haut, tout ça. Bon, ils avaient pressenti que ça pouvait faire boum boum cette affaire-là, mais ils ont quand même touché au bouton et ça tire un coup. Sauf que ça tire un coup en enlevant une partie du bouclier, donc à ce moment-là, l'air est aspiré. Et se passe ce qui se passe, eh bien, il y a de gros dommages qui sont donnés. J'en profite d'ailleurs pour faire une parenthèse sur ce bout-là dans l'actuel play. Normalement, à ce moment-là, Mamba, qui est joué par JDR Ninja, aurait dû mourir. Tout simplement parce que au niveau de ses dégâts, eh bien, il était très 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 affaibli par le crash. Et normalement, à ce moment-là, avec les dégâts qu'il a pris, il aurait dû mourir. Sauf que Miguel avait mal compris la façon dont se géraient les dégâts et tout ça. Et donc, moi aussi, je n'avais pas eu un petit peu l'indice, et personne n'avait eu l'indice qu'il était très 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 affaibli. Il était déjà à 2 doigts de la mort à ce moment-là, mais il le jouait de façon normale, parce qu'il n'avait pas bien compris comment c'était géré. Donc normalement à ce moment-là, Mamba était mort. Et c'est moi qui l'ai sauvé, on va dire, ça peut-être être la seule, ça va même être la seule façon, euh, la seule chance que je vais donner dans l'actuel play. Si un personnage doit mourir, il va mourir, mais à ce moment-là, je l'ai sauvé parce que, eh bien, personne n'avait eu un peu l'indice, moi le premier, qu'il était vraiment pas bien et qu'il allait mourir. Et je trouvais ça vraiment stupide comme mort, alors qu'ils auraient très certainement pris 10 minutes avant pour le soigner, etc. Parce qu'il aurait dû ramper au sol, voilà, il était clairement pas en état de bouger. Donc ici, il y a eu un petit peu une libre interprétation de ma part, mais normalement, il aurait dû mourir. Et c'est moi qui l'ai dit, bah non, là, clairement, tu vas pas mourir là-dessus, c'est débile. Mais il y a de très grandes chances qu'il meure. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, nous revenons à nos choses. Donc, nos joueurs, à ce moment-là, dans l'actual play, ont chat échaudé, craint l'eau froide. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont déjà pris d'énormes dégâts à ce moment-là. Ils arrivent dans le cube. Il y a plusieurs choses. Déjà, mes joueurs sont accompagnés d'un robot, Pip, à ce moment-là. Pip se fait infecter par l'IA. Adverse. Donc moi je gérais ça de mon côté, la progression et tout ça, mais tout ce qui est informatique finit par se faire corrompre par l'IA.
Donc Pip se fait corrompre, un des joueurs veut voir ce qui se passe de bizarre avec Pip parce qu'il a des comportements un peu étranges, se branche à lui, donc son ordinateur se fait corrompre, Félix. Donc, à ce moment-là, quand ils découvrent cette salle de téléportation, ils viennent de se prendre des maxi dégâts dans la salle. Ils rentrent, il y a le robot qui pète les plombs, qui essaie de les tuer. Ils sont obligés de tuer leur ami, techniquement. Il y a l'ordinateur auquel Félix tient beaucoup, qui a deux doigts d'exploser. Il balance l'ordinateur. Sa plus grande. On va dire que c'est la seule chose qui lui appartient encore, parce que tout le reste est parti en vrille. Il a plus de vaisseau, il a plus rien. L'ordinateur explose. Et donc, ils sont comme, oh là, dans quoi on s'embarque? On vient de se manquer de se faire tuer par une salle qu'on n'a pas compris. Là, on a notre robot qui est devenu fou. On n'a plus d'ordinateur. On comprend pas à quoi sert exactement cette console. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et là, gros grattage de tête. Et donc, on arrive vraiment au passage de ça passe ou ça casse. Puisque le scénario, la campagne s'attend à ce que vos joueurs aille visiter les salles, teste des combinaisons et aille dans les salles. Donc il y a plein de choses qui vous sont données dans les salles, entre des traducteurs, des armes, il y a même la possibilité de récupérer de l'ADN d'une créature disparue que vous pourriez, donc là c'est la libre interprétation du MJ, mais vous pourriez recréer un petit peu à la Jurassic Park une créature éteinte sur une ancienne planète et tout ça, tout ça. Donc, ben, à ce moment-là, il y a énormément de choses qui vous sont données. Les salles sont très bien décrites, avec l'histoire, ce qui s'est passé ici, tout ça. Sauf que bah, dans l'actuel play, les joueurs se sont retrouvés en mode je fais pas confiance à tout ça. Et donc, on finit en mode cube. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une salle qu'ils connaissent pas, c'est genre à quoi ça pourrait servir? Et est-ce que ça a l'air dangereux? Oula, il y a de la brume rouge, je fais absolument pas confiance à ça. Attends, balance un morceau de robot, voir si ça se fait désintégrer quand ça passe et tout. Bref, ça a été très long comme épisode, et encore, j'en ai coupé une partie pour vous. Mais ça a été très très long comme épisode de discussion et de mais qu'est-ce qu'on fait là? Et le second épisode, ils se décident enfin à passer dans certaines salles, mais vraiment certaines salles. Ils ont visité peut-être 5 salles sur une vingtaine qui étaient disponibles. Je n'ai pas le compte exact, mais c'est à peu près ça. Chaque salle ressemble un petit peu près à ça. On vous les donne de cette façon au niveau du plan. Et vous avez à côté, comme ça, un descriptif qui vous dit bah, ce qu'il y a dans telle salle, machin. Il y a moyen de vraiment de booster vos personnages pas mal, beaucoup, à travers ces salles, mais bon, c'est pas quelque chose qui a été exploré par mes joueurs. Il y a moyen aussi d'avoir, et d'ailleurs ça je l'aurais pas dit, mais il y a moyen d'avoir notamment des visions de l'avenir, des morceaux qui vont se retrouver plus tard dans la campagne, des PNJ qui vont pouvoir rencontrer là, et enfin rencontrer. Ils vont avoir une vision du PNJ, le PNJ va les voir en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Et hop, ils vont disparaître. Et plus tard dans la campagne, donc ils vont rencontrer des PNJ qui potentiellement eh bien, vont les reconnaître en tant que le fantôme qui est apparu là. Donc bref, il y a moyen de faire des choses super intéressantes. Il y a moyen aussi de développer ses pouvoirs psychiques, enfin psioniques, dans une des salles. Je peux vous dire laquelle, mais il y a moyen de développer ses pouvoirs psioniques. Il y a plein de trucs. Donc, parce que oui, même des gens qui n'ont pas de pouvoir psionique, ce qui est le cas dans la campagne, quand il y a certains événements, certains objets, quand on les touche, quand on les vit, on peut débloquer son potentiel psionique. Et ça, c'est un jet en fait, et ça va vous débloquer une nouvelle stat, la stat des psioniques, et à ce moment-là, vous allez pouvoir apprendre des pouvoirs et tout ça. Mais c'est pas automatique, faut réussir un jet, tout ça, tout ça. Donc, revenons à nos moutons. C'est vraiment un passage de la campagne que j'aime bien, mais qui est en même temps très compliqué. Parce que si vos joueurs ne, j'ai envie de dire, ne jouent pas le jeu de la campagne, à ce moment-là, ils passent à côté de beaucoup de choses, d'énormément d'événements intéressants, et ils restent un petit peu paralysés. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ils sont restés un petit peu paralysés en se disant ah, mais si on va là, est-ce qu'on va pas se faire désintégrer? Regarde, on avait touché tel bouton et on a failli mourir, donc si on touche celui-là. Mais à un moment, si tu touches pas les boutons, tu vas crever. Enfin, tu vas juste jamais bouger de là. Donc,
Il se passe tout ça, les joueurs commencent petit à petit, très péniblement leur exploration et là on arrive à un choix que j'ai fait de ne pas trop inclure et de même pas inclure, de créatures venues de l'extérieur. Puisqu'il y a pas mal de salles, qui sont abîmées, où il y a juste un champ qui sépare en fait de l'espace, mais des créatures peuvent rentrer dans le vaisseau, des créatures donc venues de l'extérieur comme celles que je vous ai montrées au début de la vidéo, les espèces de requins, tout ça là, eh bien en fait elles font leur vie, mais comme le vaisseau il a un trou, alors il y a bien un champ qui protège de l'espace, mais si un joueur rentre là, eh bien il y a une créature qui peut se trouver là, puisque bah, elle est elle aussi, c'est aussi accessible pour elle, parce que la sphère est cassée. Et il peut y avoir des combats qui se déclenchent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas inclus, parce que là, c'est une question de rythme d'actual play. Entre les joueurs qui étaient lents dans leur progression, le nombre d'épisodes dans lesquels il se passait pas forcément de choses très palpitantes et dans lesquelles on n'avançait pas trop, je me suis dit, bon, ok, on va pas faire un avance rapide, on va pas aller jusque-là, mais on va simplement éviter certaines choses qui vont juste alourdir un petit peu le rythme, donc j'ai pas inclus les créatures de l'extérieur. C'était un choix délibéré de ma part. Toujours est-il que nos joueurs arrivent par la suite sur, enfin, la passerelle de commandement du vaisseau. Et là, il faut que je fasse un point IA adverse, puisque l'IA, elle est toujours là, et donc elle affecte petit à petit les choses, et elle essaye d'empêcher les joueurs d'arriver sur cette passerelle, car si ils font ce qu'ils ont fait dans l'actuel play, eh bien, le vaisseau va pouvoir reprendre ses fonctions et briser l'IA adverse. C'est un petit peu la méthode Jurassic Park, si vous voulez, hein. On éteint le disjoncteur, on rallume et on croise les doigts pour voir si le bug a fini de nous faire ah, vous n'avez pas dit le mot magique. Et ben c'est un peu près le même concept. Donc, l'IA devient de plus en plus virulente, et c'est notamment pour ça que dans l'actual play, eh bien, il y a une iris, ça c'est dans la campagne, hein, il n'y a pas de problème avec ça, il y a une iris qui peut faire du mal aux joueurs, machin, qui peut être contrôlée par l'IA adverse, et donc quand Jonathan, le personnage de Jonathan a voulu descendre sur la passerelle, il a mis sa jambe, l'iris s'est refermé exprès, c'était fait exprès, pour lui couper la jambe. Il y avait un jet à faire hein, pour éviter ça, il l'a échoué, crac, il s'est fait couper la jambe. C'était le coupage de jambe n'est pas prévu exactement par la campagne, mais on s'entend qu'une iris qui se referme sur ta jambe, avec assez de puissance pour te couper, bah t'as plus de jambe, hein, c'est assez logique. Donc ça c'est un truc que j'ai mis moi en place, mais voilà, ça aurait pu être beaucoup plus grave. C'est très mortel comme... Alors, c'est à la fois très mortel comme passage de la campagne, et à contrario, il y a moyen de devenir vraiment plus puissant que ce que vos joueurs sont en rentrant sur ce vaisseau. Donc, moi à ce moment-là, donc, je me retrouve avec un joueur qui a une jambe en moins, enfin un personnage qui a une jambe en moins, mais ils arrivent sur la passerelle. Le vaisseau discute un petit peu de façon très restreinte, plus avec des ordres du genre OK Google, fais ci, fais ça, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres choix. L'IA est très diminuée et donc il y a un reboot qui est ordonné. C'est l'IA adverse qui dit est-ce que vous voulez faire le reboot, qui lui permettra par la suite de se débarrasser de l'IA adverse pour prendre le contrôle du vaisseau pendant un laps de temps court, mais qui pourrait lui permettre. À ce moment-là, l'IA adverse sait qu'elle n'en a plus pour très longtemps, puisque si les joueurs font ce que l'IA allié leur demande, enfin allié, l'IA d'origine du vaisseau leur demande, eh bien elle sera, ce sera plus possible pour elle d'interagir. Donc elle demande, en fait, elle provoque un petit peu le fait d'éteindre le courant, qui va mettre hors service l'IA du vaisseau pour lui permettre à elle d'interagir et de prendre le contrôle de la passerelle. Ça, c'est un truc que moi j'ai mis en place, puisque je voulais quand même qu'il y ait une petite scène d'action à la fin pour marquer le coup, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai mis ces espèces de petites araignées qui sont des petits robots, tout ça. Alors, dans mon cerveau, ce sont des petits robots de maintenance du vaisseau, des récupérateurs, etc., qu'on voit depuis le début, qui récupèrent des morceaux du vaisseau, tout ça. Mais je les ai fait façon répliquant à la Stargate,
ou comme les petits robots dans le film Perdu dans l'espace. C'est un vieux film que j'avais adoré étant gamin, et à un moment, il y a ces espèces d'araignées mécaniques, façon répliquant de Stargate. Et donc, j'ai mis ça en place pour créer une petite adversité, plus les robots droïnes en forme de droïnes qui sont dans le vaisseau, à ce moment-là, deviennent aussi comment dirais-je, des adversaires. Ils sont infectés par l'IA ennemie et essayent de prendre le contrôle de la passerelle. S'ils avaient échoué à ce moment-là, eh bien, l'IA adverse aurait pris le contrôle du vaisseau, et puis c'était ciao. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont vaincu l'adversité, et l'IA d'origine du vaisseau a été restaurée et a pu contenir l'IA adverse dans un de ses circuits, et le vaisseau retrouve ses pleines capacités, mis à part certaines petites choses comme la réparation, tout ça. Donc le vaisseau demande à ce que les joueurs remettent en place certaines petites choses, ce qu'ils font. On va passer un peu court là-dessus, mais il n'y a rien de spécial, mis à part que c'est moi qui ai un peu inventé la salle de récupération et de réparation et tout ça. Et, le robot qui vient les attaquer dans cette salle-là, c'est moi qui l'ai mis en place, mais bon, ça c'est une question d'actual play. Dans la campagne, c'est juste, voilà, il faudrait que ça se soit remis en place pour être capable de monter tout ça. Une fois qu'ils sont montés, et là on arrive à la fin du chapitre, une fois que le vaisseau, ils ordonnent au vaisseau de remonter de la géante gazeuse, le vaisseau, lui, il a une route programmée. Et ça, c'est pas possible de le faire dévier de sa route. Le vaisseau, en gros, il était en pause. Et quand ils le font remonter, il reprend sa route. Donc, il a un saut programmé pour aller dans un système bien précis et faire une action bien précise. Ce qui va se passer. Donc, eux, ils ordonnent le fait de remonter. À ce moment-là, il y a l'Alaïr qui les attend en haut. Alors, dans la campagne, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et je vais repasser un petit peu sur l'Alaïr. L'Alaïr, c'est donc un vaisseau qui appartient au service secret de l'Empire. Dans la campagne d'origine, dans le bouquin, le commandant de ce vaisseau, c'est Gand Holsès, c'est un espion, c'est le commandant de l'Alaïr, et c'est lui qui fait office un petit peu de grand méchant à ce moment-là. Sauf que moi, j'avais trouvé ça plus intéressant de virer ce PNJ pour le remplacer par le frère du capitaine, le Arnaud Osborne, pour créer un peu de drama. Jérémy, le joueur, m'avait donné tout ce qu'il fallait pour intégrer un PNJ de son histoire. Il avait écrit une très très longue histoire avec beaucoup de PNJ, donc j'ai pu m'amuser à les piocher dedans, en faire un personnage récurrent de la campagne. Peut-être qu'il y en aura d'autres, vous verrez bien. Mais en tout cas, Arnaud Osborne, à ce moment-là, est aux commandes de l'Alaïr et non pas Gandolces comme dans la campagne. Et dans la campagne, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Alors, il y a tout un délire, on va revenir un peu en arrière, sur le fait que les joueurs précèdent leur avis de recherche et précèdent l'Alaïr. À ce moment-là, ils sont ennemis numéro 1 de l'Empire, si vous préférez, ils sont recherchés. Et quand ils voyagent plus vite que l'information, ils ont une semaine devant eux à peu près tranquille. Sauf que dans la géante gazeuse, il s'est pas passé beaucoup de temps en fait. Mais dans la campagne, ça fait comme vous arrivez pile avant l'Alaïr. Peut-être que l'Alaïr est déjà là, ça dépend un peu ce qu'ils ont fait, mais moi dans mon cas, l'Alaïr n'était pas là. Donc j'ai un peu adapté le truc à ma sauce, mais l'Alaïr, à ce moment-là, il est là. Et eh bien, il y a une petite séance de négociation que j'ai fait intentionnellement plus longue. Normalement, ça dure 3 secondes et demie. Je trouve que ça manque d'impact dans la campagne originelle. Mais ça dure vraiment 3 secondes et demie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à ce moment-là, il y a un autre vaisseau ancien que je vous affiche ici qui débarque. Et ce vaisseau ancien ne contient nul autre que Vlaine Baquette 2.0, une sorte d'immonde corps de clone en pleine reconstruction. Alors, Vlaine Baquette, c'est le grand mystère depuis le début, puisque si vous vous rappelez le début de la campagne, la vidéo précédente, Vlaine Baquette est mort. Il est mort, et c'est comme ça que tout commence pour nos aventuriers, puisque Vlaine Baquette, leur ancien employeur, celui qui avait constitué l'équipage du premier vaisseau, eh bien, tout simplement, Vlaine Baquette était un personnage assez central, et les joueurs se retrouvaient à devoir
transporter son corps de Regina, là où il est mort, sur Hallel, sa planète d'origine, afin de lui rendre un dernier hommage sur sa demande personnelle. C'est lui qui a dit: je veux que ce soit eux qui transportent mon corps de là où je suis mort jusqu'à Hallel, et je veux que ce soit fait comme ça, machin. Donc, depuis le début, ils transportaient Vlen Baquet mort dans leur soute, et ils l'ont laissé sur Hallel. Alors, est-ce que Vlen Baquet a été récupéré sur Hallel? Est-ce qu'il était vivant depuis le début? Eh bien, non. Ça, je vais complètement spoiler, parce que même les joueurs ne le savent pas. Mais Vlen Baquet, c'est lui-même, bon, vous le savez maintenant, hein, avec les choses que je vous ai racontées dans la vidéo précédente, ou alors l'actuel play, il est connu sous plusieurs identités, et depuis de très nombreuses années, il sévit dans la galaxie depuis de très nombreuses années, et notamment sous le nom de Ven-Yasha. Ven-Yasha, c'est un trafiquant d'objets, d'artefacts, notamment liés aux anciens. Mais, en fait, Vlen Baquet, c'est un agent des anciens. J'en dis pas beaucoup plus, mais il travaille pour Seth. Je vous en dis pas beaucoup plus, ça vous le savez pas encore, les joueurs non plus, mais il travaille pour Seth. Ça, il le dit dans le dernier épisode que vous avez pu voir. Et Seth, c'est un ancien. Et Vlen Baquet a manigancé sa propre mort. Pourquoi, comment, ça vous le saurez plus tard. Mais, enfin, comment je peux vous le dire maintenant? Mais pourquoi vous le saurez plus tard? Donc comment? Eh bien, tout simplement, il s'est bourré d'une drogue particulière pour que son cerveau soit préservé. Il a demandé lui-même à être abattu par la fameuse personne qui travaillait pour lui sur Regina. Donc il a demandé à être abattu. En fait, c'était une mise en scène, son assassinat, mais il est vraiment mort. Il est mort pour que sa conscience puisse être téléchargée par la suite. Son corps a été conservé de façon particulière. Si vous vous souvenez, il y avait un truc avec le corps de Vlen Baquet. À chaque fois qu'il passait dans des détecteurs ou quoi, notamment sur Hallel, on avait joué ça, il est passé au détecteur et la machine est tombée en panne. Et, la personne était comme: ah, c'est bizarre, mais voilà. Mais en fait, il n'y avait rien de détectable dedans parce que c'est une technologie des anciens. Et eh bien, Vlen Baquet sa conscience a été téléchargée sur Hallel au moment de son enterrement. Donc il y avait tout un truc, ça on ne l'a pas vu dans l'actuel play, mais il y a tout un truc au niveau de l'enterrement, parce que sur Hallel, c'est bien spécifique la façon dont ça doit être fait. Et donc Vlen Baquet, à ce moment-là, est enterré sur Hallel, et le gros vaisseau qui apparaît, c'est le vaisseau que vous avez vu dans le dernier épisode, qui arrive sur Hallel, il télécharge la conscience de Vlen Baquet, et il repart. Il est venu récupérer la conscience de Vlen Baquet, c'est important. Et cette conscience, il n'en a pas rien fait, puisqu'il a recréé un corps à Vlen Baquet, un clone 2.0, qu'on a pu découvrir dans l'épisode de l'actuel play, qui est actuellement en phase un petit peu pas terminée. Donc il est un peu blanchâtre, transparent, un peu dégueulasse. Il n'active pas tout de suite la vidéo. Et là, il se passe quelque chose de très important pour la suite, puisque il demande aux joueurs de détruire la console centrale de l'ordinateur, du vaisseau dans lequel il se trouve. Pourquoi? On ne sait pas. Enfin, vous ne savez pas. Mais il demande explicitement aux joueurs de détruire cette console centrale et de détruire ce vaisseau, de lui rendre le vaisseau et de le rejoindre, si vous préférez, du côté obscur ou lumineux, on ne sait pas, mais d'un côté de la force. De son côté à lui de préférence. Et il leur demande ça. Et à ce moment-là, j'ai essayé vraiment, et en plus c'était vraiment magnifique. La façon dont ça s'est fait dans l'actual play, c'était vraiment cool. Mais je vais d'abord finir la théorie avant de parler de la pratique, de comment ça s'est joué. Puisqu'il leur demande ça, et il leur promet en échange l'immortalité, d'accéder à un niveau de conscience supérieur, et tout, et tout, et tout. Bon, ça c'est quelque chose qui est assez important. Je vous parlerai après des conséquences des choix qui peuvent être faits. Mais parlons d'abord de comment ça s'est passé dans l'actuel play. C'était un hasard pur, mais à ce moment-là, je demande à ce qu'on me désigne en tant que vaisseau un capitaine. Il désigne le capitaine, William Osborne, comme capitaine de ce vaisseau-là, qui n'a pas de nom. Et, eh bien, chacun est un petit peu dispersé, sauf William Osborne qui est sur la passerelle. Et ça a son importance, puisque le vaisseau est en train de charger un son au moment où ils discutent, etc.
il y a le vaisseau qui apparaît, qui détruit l'Alaïr, il tue le frère du capitaine, qui allait venir à leur rencontre. Donc les deux sont détruits. On verra bien ce qui se passe avec ça. Mais les deux sont détruits et eh bien, nos héros se retrouvent tout seuls. Mais surtout, William Osborn est seul au bord de la passerelle. Et il a les pleins pouvoirs ou presque sur le vaisseau, étant donné qu'il est désigné légalement capitaine. Et que le sceau, notamment, comme il est tout seul sur la passerelle, c'est lui qui a le destin de l'équipage entre ses mains. S'il accède aux requêtes de Vlen Baquet, bah, il embarque tout le monde avec lui. S'il détruit la console, bah, c'est pas quelque chose qui peut revenir en arrière. S'il décide de sauter, pareil, c'est pas quelque chose qui peut revenir en arrière. Donc là, on a assisté à une super scène où on a Jérémy, donc William Osborn, qui est choqué de voir son frère comme ça, qui est encore figé en plus sur l'écran, mais il l'a vu se faire atomiser, la laïère détruit, Vlen qui est en train de lui raconter des trucs et tout. Lui, il est en état de choc. Et à ce moment-là, les avis divergent. Et je m'attendais absolument pas à ce que les avis divergent. Pour moi, c'était genre, ah non, au secours, et hop, on saute. Et en fait, pas du tout. Il y avait vraiment un doute légitime sur est-ce qu'on n'accepterait pas la requête de Vlen. Et Jérémy a décidé de sauter. Donc William Osborn a appuyé sur le bouton. Bon, qu'est-ce qui se serait passé? Là, on aurait été à un point divergent de la campagne. Normalement, ce qui se serait passé si William avait détruit la console centrale et accédé aux demandes de Vlen Baquet, eh bien, c'est une fin de campagne. Puisque le vaisseau, la console est détruite, le vaisseau, techniquement, est mort, Vlen récupère ce qu'il a récupéré, il récupère aussi les joueurs, et ils vont être intégrés à son équipage, si vous préférez. C'est comme devenir un Borg pour les plus trekkies d'entre vous, mais c'est comme devenir un Borg. Vous accédez à un autre niveau de conscience, oui, mais c'est peut-être plus la vôtre. Donc voilà, il n'y a plus tellement de. C'est une fin de campagne terminée, les jeux sont faits, c'est ce camp-là qui a gagné, si vous préférez. Bon, est-ce que j'aurais fait forcément une fin de campagne? Bah peut-être pas, parce que je me dis, ça aurait pu être marrant de réécrire, là ça aurait été vraiment de l'écriture complète, mais réécrire la campagne autrement en tant que agent d'une autre entité, avec des histoires de perte de mémoire, les joueurs auraient pu changer de personnage, etc. J'aurais pas fait de nouveaux personnages pour vivre la suite des aventures de cet équipage-là, ils auraient toujours fait les mêmes personnages, ils auraient eu le même passé, mais de l'autre camp, si vous préférez. Dans l'équipage Vlen Baquet et consorts. Alors que normalement, ça aurait été une fin de campagne. Mais je trouve qu'il y avait un truc intéressant à creuser là. Mais sur le coup, je me dis, putain, s'ils acceptent le truc, c'est une fin de campagne. Après, en réfléchissant, je me suis dit, non, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, ça aurait été aussi intéressant. Mais bon, normalement, fin de campagne. Donc là, il y a vraiment un choix décisif à faire. Mais finalement, donc Jérémy décide d'appuyer sur le bouton et le vaisseau saute. Donc nous voilà débarrassés de Vlen Baquet et du gros vaisseau qui ressemble à une espèce de corne de narval en acre là. Et il se passe un truc important qui marque la fin du chapitre et donc la fin de cette vidéo. C'est que le vaisseau arrive dans un endroit qui est normalement complètement vide. Il est totalement vide d'ailleurs quand ils arrivent. Mais à ce moment-là, le vaisseau passe dans une autre dimension. Il fait un transfert dimensionnel. Il ne rentre pas dans une espèce de nouvelle phase de warp. Vraiment, il ouvre une sorte de portail d'eau. Il rentre dedans et floup, nous voilà passer dans une autre dimension. Donc, vraiment quelque chose d'inattendu sur lequel les joueurs n'ont pas la main. Le vaisseau est programmé pour faire ça. Il y a un côté, vraiment beaucoup, couloir, je trouve un petit peu trop dirigiste. Je serais d'accord avec ceux qui disent ça. Honnêtement, je serais tout à fait d'accord. La campagne, je trouve qu'elle devient mieux à partir de ce moment-là. Il y a des trucs super intéressants, vous allez voir dans les prochains épisodes, celui qui sort jeudi notamment. Voilà, on commence à découvrir des choses différentes et il y a tout un côté qui me plaît beaucoup par la suite. Mais ça, nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'était un chapitre qui était très dense,
très important pour la campagne, car comme je vous ai dit, les joueurs pouvaient juste tous mourir, parce que c'est un bouc qui est très dangereux. Peut-être que j'aurais dû rendre ça plus mortel, je ne sais pas. Est-ce que ça servait vraiment? Je suis pas certain. Ils auraient pu mettre fin à la campagne en faisant un autre choix que celui qu'ils ont fait. Et en même temps, bah, il y a ce côté un peu old school que moi j'aime bien quand même. Le côté, on ne peut pas s'en sortir par nos compétences sur notre feuille, on doit réfléchir par nous-mêmes et essayer de comprendre la façon dont ça fonctionne avec cette console, cette maudite console de l'enfer, avec des boutons squish squish là, et de devoir comprendre des combinaisons et de tester des choses, rentrer, explorer. C'est vraiment une grosse phase d'exploration à ce moment-là dans le vaisseau. Et voilà, je trouve que c'est un passage intéressant, mais c'est un passage qui demande un peu beaucoup de travail. Déjà, en termes de lecture, c'est un passage qui demande beaucoup de préparation. C'est assez épuisant aussi de se repérer dans les codes, de taper de savoir dans quelle salle ils vont. Surtout qu'il y a beaucoup de salles, donc ok, ils ont fait tel code, ils vont là, il faut savoir ce qu'il y a dans cette salle. Alors c'est bien mis en page, c'est bien expliqué, certaines salles font des passages assez courts, c'est vraiment bien fait. On n'est pas dans quelque chose où il y a trop d'écriture. En quelques pages c'est résolu, mais il y a quand même beaucoup de combinaisons à pas à retenir, mais juste il y a un tableau qui vous donne une salle et il faut aller voir la salle en question pour être capable de bien vous repérer. Mais c'est surtout de gérer les combinaisons à cause des boutons du bas. D'après moi, les boutons du bas n'étaient pas essentiels. Les boutons du bas, c'est juste des options et je pense qu'on s'en fout un petit peu. Oui, ça rend la chose peut-être plus crédible. Le coup de, ok, on peut passer à un, on peut passer à plusieurs, le portail se ferme direct ou pas. Bon, ça rend peut-être la chose plus crédible, mais en vrai, si je devais le refaire, je pense que j'enlèverais les boutons du bas. Ça apporte pas grand-chose, ça crée de la confusion. Parce que ben on laisse un truc, hop le truc se referme, ah merde, finalement ça va nous trancher en deux ou un truc comme ça. Donc ça apporte de la confusion. Je pense que j'enlèverais les boutons du bas si je devais les refaire et on a déjà assez à se prendre la tête avec les 5 boutons et le bouton central. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur ce chapitre de la campagne Secret of the Ancients. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures, dès jeudi au moment où j'enregistre cette vidéo. Et puis pour ceux qui nous regardent, vous allez pouvoir découvrir la suite avec nous. Mais en tout cas mes amis, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!